Cette deuxième journée de colloque, donc bienvenue, merci d'être venu ou d'être revenu pour cette deuxième journée du colloque consacré au jeu de rôle, aux 50 ans du jeu de rôle. Donc avant de lancer cette deuxième journée, je vais laisser la parole à Olivier, qui va nous dire un petit mot sur des acteurs et des actrices de ce monde qu'on a eu la peine de perdre. Des noms, quoi. Tu vas dire des noms, vas-y, je t'en prie. Oui, c'est juste pour dire qu'on a une pensée quand même pour toutes les personnes qui ont compté et qui ont contribué à faire vivre le jeu de rôle et qui malheureusement ne sont plus là. Certains d'ailleurs qui nous ont quittés cette année. Je pense à Frédéric Santès, qui était là il y a 10 ans. Isabelle Perrier, qui faisait partie du comité d'organisation. Jérôme Bianchi du GROG, qui nous a aussi quittés, qui était intervenant il y a 10 ans, et Anne Vétillard, forcément, qui faisait partie du comité scientifique et qui malheureusement nous a quittés en chemin. Donc voilà, vraiment une pensée pour toutes et tous. Et puis bon, voilà, de toute façon c'est la vie. Bon, voilà, désolé d'avoir plombé l'ambiance. On va partir sur quelque chose de beaucoup plus intéressant maintenant. Vas-y. Adrien va nous parler du transmédia et du jeu de rôle. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis Adrien Charana, je suis actuellement doctorant en première année à l'Université Technologie de Compiègne au laboratoire Costec. Et je vais vous parler un petit peu de mon sujet de thèse qui porte sur les narrations transmédia et le jeu de rôle. Pour commencer, je vais faire quelques petites définitions, histoire de ne pas s'amuser pendant déjà 5 minutes. Pour essayer de cadrer un petit peu comment je définis l'objet des narrations transmédia, en tout cas comment je le comprends pour l'instant. Je vais partir un peu plus loin déjà, essayer de mobiliser des notions de récit et de fiction. Donc pour le récit, je vais paraphraser Genette en parlant d'une séquence d'événements racontés ou présentés selon un ordre temporel ou logique. Donc le récit correspond ici à la description linguistique, à la restitution de l'histoire, c'est-à-dire l'organisation temporelle, causale et actentielle des faits. Il implique une certaine structure narrative qui organise les événements en une histoire cohérente et signifiante. Donc cette logique elle est basée sur des oppositions et des équilibres entre les éléments de l'histoire, comme les personnages, les actions, les thèmes, les motifs. Donc voilà, le récit correspond à l'histoire racontée, et je le distingue du discours qui correspond à la manière dont l'histoire est racontée. Quant à la fiction, je vais mobiliser une définition qu'on peut retrouver chez différents auteurs, comme Mary-Laure Ryan par exemple. Donc un monde possible dont les événements et les personnages sont imaginaires, qui a pour but de divertir, d'instruire, de provoquer une réflexion chez le public. Je ne vais pas trop m'épancher sur la définition en soi, parce qu'en fait j'aimerais bien la contester sur un point. J'aimerais bien étendre cette définition, parce que son rapport à l'imaginaire m'embête un peu, parce que de la manière dont elle est décrite, ça exclut des choses comme des récits historiques, des récits inspirés de faits réels, des choses comme ça, qui sont propices à être appelées des fictions, en considérant que l'interprétation d'un auteur est une condition suffisante à la production d'un récit fictif, bien que les mondes et les événements décrits soient pas imaginaires, pas forcément. Donc je vais modifier ce « et » en « ou ». Puis en fait non, je vais modifier la définition pour rapprocher un peu plus de ce qu'on trouve comme définition plus commune, et puis aussi mobiliser la définition de récit juste au-dessus qui t'a la donnée. Donc je vais parler d'une unité narrative qui englobe un récit et sa forme, et qui a pour but de divertir, d'instruire, de provoquer une réflexion chez le public. Donc c'est dans ce sens-là que je vais employer le terme pour essayer de comprendre la notion de transmédia. Transmédia, c'est un terme qui se noie un peu dans un océan de termes bien chiants et bien complexes, entre multimédia, cross-média, transtexte, plurimédia, et j'ai vraiment pas fait toute la liste. Et du coup, pour la narration transmédia, je vais me baser principalement sur la définition de Henry Jenkins, qui est la suivante. Un processus où les éléments constitutifs d'une fiction sont systématiquement dispersés sur plusieurs canaux de diffusion dans le but de créer une expérience de divertissement coordonnée et unifiée. Idéalement, chaque forme médiatique apporte une contribution unique au déroulement de l'histoire. Raconter des histoires sur plusieurs supports en faisant en sorte que chaque support amène quelque chose de contributif, d'intéressant, unique, qui permette d'être une porte d'entrée dans l'univers narratif. Donc, dans les travaux d'Henry Jenkins et dans cette définition, il y a certains points qui me semblent importants pour cerner l'objet dont je souhaite parler, qui sont, on parle d'une fiction qui est constituée de plusieurs fictions.
On parle de plusieurs formes médiatiques qui sont mobilisées. On parle d'une différenciation du contenu en fonction des spécificités de chaque forme médiatique. Quand on change de support, on essaie de faire un truc qui est intéressant pour ce support. C'est pas de faire un film de merde juste pour faire un film. Et aussi les fictions, toutes les fictions composites, elles sont autonomes. Chacune peut se suffire à elle-même et peut servir de porte d'entrée dans l'univers narratif. Une narration transmédia, ça existe que par la cohésion qu'elle peut apporter aux différentes fictions qui la composent et la déclinent. Et cette cohésion, pour moi, elle se traduit par leur appartenance commune à un même univers narratif. Et la cohérence, du coup, qu'elle a avec ce dernier. Donc, pour faire un petit schéma simplifié, donc voilà, on a un univers narratif, et l'univers transmédia, il existe par la donnée de cet univers. C'en est la condition de possibilité. Il n'y a pas de narration transmédia sans univers narratif, même si la réciproque n'est pas forcément vraie. Et les autres éléments qui décrivent cette narration transmédia, ça va être les différentes fictions qui la composent, et elles-mêmes sont construites à plusieurs niveaux. On va avoir le médium, donc c'est-à-dire le support technique employé. On va avoir la forme médiatique, c'est-à-dire la forme sous laquelle l'œuvre est éditée, elle est présentée, elle est publiée. Et enfin le récit, donc tous les schémas narratifs qui amènent l'histoire. Pour donner un exemple, on peut voir l'univers de Star Wars comme ceci. On va avoir différents films qui ont chacun leur support. Bon, là j'ai cité que des supports numériques, mais on peut imaginer aussi le livre, l'art du spectacle ou toute autre forme de choses. Leur forme médiatique, donc si je reprends l'exemple du bouquin, avec le bouquin on peut faire du roman, on peut faire de la BD, on peut faire tout un tas d'autres choses, et ensuite le récit qui est concrètement qu'est-ce qu'il y a raconté dedans. Voilà pour les définitions, désolé. Non, je vais parler de ce que j'aimerais appeler l'ère de la narration transmédia, et dire qu'il y a de plus en plus de productions multi-supports dans le divertissement. C'est vraiment pas nouveau, hein, qu'on fasse notamment des adaptations, et c'est ça en fait que j'aimerais souligner. Donc là je reprends un petit schéma de Caroline Groupière qui différencie bien précisément du coup le transmédia de ce qu'elle appelle le cross-média par adaptation, où en fait on va sortir d'un paradigme où on a vraiment des adaptations. Donc si je prends Harry Potter, les films reprennent la même trame, ils racontent le même récit que les livres. Et l'idée, c'est que voilà, ça existe déjà depuis un bout de temps. Et le transmédia qui vise du coup à diversifier les récits quand on diversifie les supports, c'est quelque chose qui émerge à peu près dans les années 2000, même si on peut trouver des exemples plus anciens, mais c'est parce que c'est vraiment formalisé, conceptualisé. Il me semble que le premier qui revendique relativement clairement, en tout cas qui conscientise le fait de faire de la narration transmédia, c'est la licence Matrix. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on voit un glissement des licences qui avaient de l'adaptation, qui restaient sur ce modèle-là. Elles commencent à se diversifier. Donc on voit des licences transmédiatiques qui tirent leur force de cette extension à travers différents supports, comme Marvel, DC Comics, Star Wars. Et si je reprends Harry Potter, ça étend maintenant sa gamme au-delà. Bon, ça peut être discutable la manière dont c'est fait, mais ça étend sa gamme au-delà avec de nouvelles fictions ayant des récits propres. Et pour moi, le jeu de rôle est un cas particulier pour le transmédia. Dans le sens où lorsqu'on prépare une partie de jeu de rôle, on se contente rarement du livre de base. On cherche à alimenter son imaginaire. On cherche à s'approprier un univers, à glaner ses sources d'inspiration, que ce soit pour construire le monde à présenter ou bien pour préparer un scénario de jeu. De ce fait, dans sa pratique, le jeu de rôle il s'accompagne de visionnage de films, de lecture de romans, de jeux vidéo, tout ça pour nourrir ses futures séances. Et ça, on le repère très tôt, car dans les magazines dédiés, il y a déjà des sections recommandations littéraires, recommandations de films, etc., qui laissent supposer qu'on a déjà cette pratique-là. Et donc là, je souhaite préciser qu'ici, je parle de pratique transmédiatique, d'activité transmédiatique, et non pas de narration transmédia. Là, ça se rapproche plus de la notion de transtexte, par exemple, de Bourda et Kurtz, pour inclure en fait les récits et les pratiques qui sont non coordonnées, qui ne sont pas institutionnalisées, donc notamment qui émergent des pratiques et des créations des fans. Mais en parlant de narration transmédia à proprement parler, il y a des licences nées du JDR qui s'exportent très tôt vers d'autres médias. Que ce soit parce que le marché il est complexe et difficilement rentable pour le jeu de rôle, ou parce que les éditeurs ont une volonté d'alimenter les univers des joueurs par eux-mêmes. Les mondes de Donjons et Dragons, le monde des Ténèbres, ou encore la Légende des 5 Anneaux, ça se décline en romans, en séries, en jeux vidéo, en jeux de cartes, et ce depuis un certain temps, dès les années 80. On a le cycle de romans Lance Dragon, on a le Sourire du Dragon à la télé,
Et ça a été suivi par de nombreux jeux vidéo, films, romans. Là, récemment, encore une fois, pour Donjons et Dragons, on peut citer L'Honneur des voleurs ou Baldur's Gate 3, sont l'un des très bons exemples. Et d'autres franchises de la geek culture rejoignent aussi le jeu de rôle. Historiquement, on peut citer Warhammer, qui rejoint très rapidement et qui complète sa gamme Wargaming avec son jeu de rôle. Mais surtout Star Wars, dont le jeu de rôle il a servi de document fondateur pour 30 ans d'univers étendu. Et sans forcément publier un jeu de rôle à part entière, il y a certains noms qui se greffent à Donjons et Dragons, parce qu'il est hégémonique. Donc on a des suppléments Stranger Things, des suppléments Magic the Gathering, comme exemple récent. Et à travers ces éléments, en fait, je souhaite souligner que le jeu de rôle, il a déjà, historiquement, un lien étroit avec le transmédia. Et à partir de là, j'ai soulevé quelques pistes de réflexion sur les limites de la narration transmédia, avec 3 axes de questionnement sur la cohérence, la canonicité et les communautés. Je souhaite me concentrer surtout sur le premier point, qui est très en lien avec la notion assez centrale d'univers narratif. Par définition, la narration transmédia, elle se compose et se décline entre de multiples fictions. En tant que telle, elle suscite un univers cohérent qui leur est propre. Au sein de la narration transmédia, quand les fictions elles s'ajoutent, leurs univers propres, ils viennent se confronter pour former cet univers étendu qui caractérise le transmédia. Dissolve, pas dissolve. Cette création d'univers elle est d'autant plus marquée que les fictions déclinées mobilisent différents supports, qui apportent une forte personnalité, une forte idiosyncrasie à leur écriture, à leur dynamique narrative. Et donc, par principe, on pourrait penser que la narration transmédia elle a tendance à s'annuler, à risquer un délitement au fur et à mesure qu'elle se déploie. Cela dit, ce délitement il pourrait se compenser par une dynamique d'enrichissement progressif au fur et à mesure des différentes déclinaisons effectuées. Et donc une question de recherche qui pourrait se dégager, c'est de comprendre comment une narration transmédia peut rester cohérente alors qu'elle se décline multiplement. Essayer d'établir, de comprendre quels sont les facteurs qui renforcent cet univers narratif ou qui entraînent son délitement. Et donc je fais l'hypothèse qu'il y a une forme médiatique spécifique qui est particulièrement pertinente à inclure dans une narration transmédia pour pallier un certain nombre de dynamiques problématiques. C'est le jeu de rôle, sinon je ne serais pas là. Que ce soit le point d'ancrage originel dans une fiction transmédia ou qu'il en soit un produit dérivé, le jeu de rôle, ça semble avoir une place toute particulière. Sa conception, ça implique un univers narratif étoffé, un world building qui peut servir d'ancrage aux autres fictions de la narration transmédia donnée, ce qui en fait que ça s'inscrit très sympathiquement dans le transmédia. Et de plus, ça donne un cadre, ça délimite l'univers, ça pose les limites qui pourraient limiter, ça pose les cadres qui pourraient limiter les dérives possibles au niveau incohérence diégétique. Ça implique aussi une très haute interactivité, ce qui favorise la boucle entre conception et réception, entre écriture et jeu, qui est assez centrale dans les réflexions autour des narrations transmédia. Aussi, le jeu de rôle, c'est une manière d'habiter un univers narratif. Ça a un impact potentiellement très positif sur la fidélisation des publics, ne serait-ce que par l'investissement des joueurs. Et comme les rôles consistent à inventer des personnages, à les intégrer dans l'univers, on peut aussi se demander jusqu'où peut aller la création narrative des personnages sans déliter l'univers. À quel point est-ce qu'on peut s'amuser à s'approprier et à tordre ça sans pour autant perdre en cohérence ou autre. Donc ça paraît intéressant méthodologiquement d'évaluer les capacités de résilience de l'univers narratif par rapport au rôle créé. Donc j'en viens à la question de recherche suivante, qui est dans quelle mesure le jeu de rôle contribue-t-il efficacement à renforcer les fondements d'une narration transmédia? Quel est l'impact de cette forme médiatique sur la cohérence de l'univers narratif? Donc cette question de recherche, elle me sert de problème central pour les réflexions de ma thèse. Donc je suis en première année, je suis encore en train de patauger dans mon voilà. Mais j'identifie quelques axes méthodologiques, 3, que je vais détailler juste après pour vous présenter un peu l'état de ma recherche et les perspectives. Et je serai avide de vos retours sur ces points-là, notamment. Déjà faire un état de l'art, en constituant un corpus d'entités transmédia afin d'analyser en fait en quoi on peut considérer que ces narrations transmédia sont réussies ou ratées. Est-ce que l'univers narratif se décline et se renforce via les déclinaisons ou est-ce que les déclinaisons n'ont pas lieu, l'univers narratif se délite, etc. Ces critères ils sont à construire, ils sont à établir, ils sont à inventer ou à mobiliser. Je ne les ai pas encore.
Mais voilà, dans cet état de l'art, on pourrait retrouver par exemple des cas d'études qu'on trouve typiquement dans la littérature, comme Matrix ou Star Wars, des grandes franchises déclinées sur de nombreux supports, comme Le Seigneur des Anneaux, James Bond, Sherlock Holmes, Harry Potter, des univers de moindre ampleur, dont la démarche elle s'inscrit explicitement dans une démarche transmédiatique, comme ce que produit Ankama avec le Cosmos, Dofus, Wakfu, etc., ou Olydri, l'univers de la web-série Noob. Des franchises avec le JDR comme première pierre, comme Donjons et Dragons, Shadowrun, Le Monde des Ténèbres, ou encore des franchises avec le JDR comme une addition significative à l'univers, comme Le Mythe de Cthulhu ou Warhammer. Ensuite, dans un second axe, c'est une démarche de recherche-création où le but serait d'écrire un jeu pour comprendre et observer à la première personne ce que ça signifie de décliner un univers narratif et d'en construire un propre jeu qui va s'intégrer à celui de l'œuvre transmédia. L'univers que j'ai choisi, c'est celui de la matière de France. Pourquoi la matière de France en fait, c'est un univers narratif qui est laissé suggérer par une construction a posteriori d'un corpus. C'est pas un univers qui est explicite. Et donc, il a un gros besoin d'une mise en cohérence pour être appréhendé efficacement. Et c'est en ça que je pense qu'il est intéressant d'étudier. Donc, le jeu est en cours de création. Il y a un prototype qui a été testé. Donc, la prochaine phase, c'est de le rédiger, de l'éditer pour pouvoir m'en séparer et le laisser évoluer en tant qu'objet, en tant que forme médiatique. Et enfin, qui serait d'avoir un aspect plus expérimental, car l'univers narratif et ses déclinaisons, c'est aussi des rencontres avec des publics. L'enjeu, c'est de comprendre comment l'univers narratif d'une narration transmédia il permet d'ouvrir, diversifier, décliner les publics via les fictions qu'elle suscite. Donc, en particulier, ici, l'idée, ce serait d'appréhender la découverte et l'appropriation de l'univers de la matière de France par le jeu de rôle, ou confronté avec les fameux fans de la matière de France. Pour l'instant, j'ai eu qu'une seule médiéviste à ma table, mais je trouverais bien d'autres passionnés quelque part. Et voilà, a priori, les angles pour ma recherche. Je vous remercie pour votre attention. Alors, des questions. Hop. Merci pour cette présentation. J'avais une question sur la transmédia entre les tables. Je sais qu'à la fin de tes parties, le but c'est que chaque héros ait sa propre geste, qui quelque part s'ajoute au corpus classique, même si c'est comme une forme de fanfiction, mais qui a réellement été joué. Comment tu penses plutôt le transmédia entre les différentes tables, les différentes histoires qui vont s'écrire? Et comment elles vont pas forcément s'articuler au corpus initial, mais rien qu'entre elles, puisque chacune va avoir ses propres circonstances. Alors on peut dire médiatiques dans ce cas-là, mais voilà, c'est ça la question. C'est pour ça que j'ai mobilisé en fait une autre définition tout à l'heure. J'aurais peut-être dû l'expliciter un peu plus dans le diapo, mais pour parler de la notion de transtexte, pour moi, grâce à une remarque de Laurent la dernière fois à Metz notamment, réussir à bien différencier en fait ce qui est le contenu coordonné, le contenu systématisé, donc qui est proposé volontairement, consciemment par les auteurs, et le contenu qui émerge du public. Et pour moi, les tables s'inscrivent plutôt là-dedans, dans cette notion de transtexte. Le but justement, c'est d'essayer de montrer que je peux le rendre cohérent en créant un jeu de rôle. Et que du coup, le bouquin, la forme médiatique du jeu de rôle, pas la pratique. La forme médiatique du jeu de rôle apporte cette cohérence. Ouais. Merci beaucoup Adrien pour ta présentation. Alors bon, tu voulais des remarques, alors on va y aller. Hein. Alors, deux, trois petites choses, parce que bon, tu pars de Jenkins hein, sur le transmédia, mais Jenkins, il est quand même dans une optique d'aller étudier et de donner des modèles pour les industries culturelles et créatives, de développement pour les choses à venir, et de travailler sur des franchises. Je suis pas sûr que par rapport après au travail que toi tu fais à la fin, ça soit tout à fait ça, parce que la matière de France, on part pas d'une franchise, les sources médiévales de toute façon, comme la matière arthurienne, comme les mythes nordiques, etc., il y a plein de sources différentes, et c'est ce que tu dis toi-même, tu vas essayer de les rendre cohérentes. Je pense pas que ça rentre dans le modèle de Jenkins. À mon avis, tu devrais aller chercher dans d'autres définitions. Il y a eu des travaux récemment alors sur Arthur transmédial, mais pareil, c'est pas des gens qui étaient d'Infocom et qui ont travaillé sur toutes les définitions du transmédia, mais peut-être que tu trouveras plus de billes à voir chez Klastrup et Tosca ou chez d'autres en fait, mais à mon avis lâche Jenkins, ou enfin
Ou alors tu étudies des franchises et tu regardes si effectivement ça s'applique ou pas. Moi je serais d'ailleurs d'avis quand tu dis que tu regardes si effectivement c'est cohérent ou non. Je pense qu'il faut faire un pas de côté et se demander est-ce que les gens qui lisent trouvent ça cohérent et pourquoi. Parce que tu vas pas juger est-ce que c'est bon ou c'est pas bon. En tant que chercheur, c'est plus intéressant de se demander est-ce que les gens trouvent ça bon ou ne trouvent ça pas bon. Et là aussi, du coup, tu vas te décaler un peu par rapport à Jenkins et à ses définitions qui sont très strictes. Et puis tu cites Matrix d'ailleurs, mais c'est de loin pas la première œuvre. Enfin, déjà le Magicien d'Oz, l'auteur, voilà, il faisait des comic strips, il avait un petit journal qui allait dans son truc, donc il faisait déjà ça. Il y avait des ébauches. Puis on parle de jeux de rôle. Moi, j'ai étudié Dark Sun, Dark Sun et le transmédia. En fait, les romans de Dark Sun étaient écrits par les mêmes auteurs que ceux de la boîte de base, étaient faits de manière à être complémentaires. Et t'as comme ça des exemples, t'en aurais plein. Et là encore, on est dans ce qui ressemble à des franchises. Mais après, voilà, tu peux voir d'autres trucs. Et je suis pas sûr que ça soit ça aille avec ta création de jeu en termes conceptuels. Tu vois, moi, j'irais vraiment chercher sur d'autres définitions. Enfin, faut lâcher Jenkins avant le transmédia. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses qui marchent pas parce que c'est un. En fait, lui, ce qu'il propose, c'est un modèle à suivre pour ensuite être cité, pour ensuite qu'on prenne son livre pour des modèles. Et puis ça s'inscrit dans des études économiques. Et est-ce que c'est ce que tu fais? Voilà. C'est clair. En fait, il veut des modèles pour les industries culturelles de demain et avoir les meilleurs modèles économiques pour faire de l'argent, pour attirer les gens, pour faire en sorte qu'ils reviennent et qu'ils restent dans la franchise. C'est ça son but. Et il le dit clairement. Hein. Et puis Deleuze aussi. Donc c'est très intéressé, entre guillemets. Hein. Puis c'est de la recherche du MIT à l'américaine. Et à mon avis, il y a des modèles sur des études littéraires qui seraient peut-être plus pertinents. Et si après, en plus, tu repars, à mon avis, c'est pas du transmédia à la Jenkins là sur la matière de France, parce que comme tu le dis, c'est des sources qui sont diverses, variées. Toi, tu essayes de redonner une cohérence là-dedans. Donc ça tient quand même peut-être plus finalement d'une forme d'adaptation, de relecture. Donc tu vois, il y a peut-être plusieurs. En changeant peut-être le cadre de départ, alors pas sur la fiction ou le récit ou d'autres, mais au moins sur le transmédia. Et après, il y a une de tes questions, fais un pas de côté. Tu vois, pose-toi plutôt la question de, parce que tu es en infocom, ouais. Donc quand même sciences sociales, intéresse-toi aux acteurs. Qu'est-ce que eux ils définissent comme, qu'est-ce qui est canon dans une franchise transmédia, qu'est-ce qui fait office de canon, et justement qu'est-ce qui est une bonne adaptation, qu'est-ce qui n'est pas une bonne adaptation pour eux. Tu vois, c'est pas à toi de dire, et je veux dire, c'est pas de la neutralité axiologique à la, désolé, des fois je perds mes noms. Weber, merci. Mais voilà, c'est poser la question autrement. Voilà. Merci beaucoup pour ça. Je t'en prie. Si je Désolé pour le côté. C'est en plus les cours que je donne. Alors. Ah non, mais c'est exactement, oui, c'est ce qui m'est précieux. Désolé, je perds mes mots aussi. Si je peux apporter quelques précisions sur pourquoi est-ce que j'en suis dans cet état-là actuellement. Déjà la nuance sur l'appréciation des publics de la réussite ou non, ce genre de critères, en fait, prendre en compte le fait est-ce que ça plaît ou pas. C'est quelque chose que justement, la raison pour laquelle je vais faire des enquêtes de terrain, c'est notamment pour essayer de capter ça. Et quand je parle du corpus, d'établir des critères de réussite, c'est justement, en fait, si je parle d'en créer, d'en inventer, c'est pour me libérer de ceux de Jenkins et essayer justement d'appréhender d'autres notions et pas que celle marketing de succès commercial. Donc explorer aussi d'autres pistes pour voir ce qui est un succès. Et Jenkins, si je m'accroche autant à lui, c'est parce que j'ai un gros manque bibliographique, ça c'est certain. Je suis pas du tout d'infocom à la base, du coup je suis en train de me réapproprier le corpus, et Jenkins, ce que je trouve intéressant, c'est comment sa définition est claire, elle permet au moins de cerner l'objet, même s'il a un gros biais par l'intentionnalité qui est présente derrière. Et en fait je pars de lui parce qu'il est un peu fondateur et qu'il est beaucoup cité, mais je ferai certainement un pas de côté, ça c'est certain. Ouais. C'est une littérature que je trouve difficile à fouiller aussi. Comme il y a 2-3 auteurs qui sont extrêmement cités, donc Jenkins, Klestrup et Tosca, et aussi le gros document en fait, qui a été donné Zagal et Al, qui a été fait. Mais en fait, en dehors de ça, je trouve des articles, je trouve des choses, mais des auteurs qui épluchent énormément, j'ai du mal à trouver. Peut-être que je m'y prends extrêmement mal, mais voilà, volontiers. Merci.